Boum! Bonsoir, bande de malotrus, bande de fous. Là, vous pouvez voir mes yeux et donc vous allez voir qu'il y a une légende qui va tomber. Vous allez voir que je ne regarde jamais l'objectif de cette caméra. Voilà. Désolé. J'espère que vous allez bien. Tous ceux qui sont là, cachés. Regarde. On vous voit. Mais non. Nirvana. Incroyable. Attention, faut pas que vous voyez ça. Changement. Installez-vous tous et toutes confortablement, le débrief film commence. On va pouvoir parler des films que nous avons vus récemment. Celui-là, il est tout frais. C'est Breaking. Et Raven, de quoi ça nous parle? Breaking. Alors, c'est toi qui vas dire de quoi ça nous parle. Moi, je vais parler du casting. Le casting, pardon. Donc, de Abby Damaris Corbin, qui est sorti en VOD. Alors, c'est sorti en 2022, fin 2022 aux États-Unis. Et c'est sorti il y a 4 jours, je crois, en France. Ouais, Tizik! Zik, fuck Tizik, dis à la Tizik Corp de venir foutre le bordel sur le chat, ça nous fait plaisir, Tizik, big up! Donc, au scénario, on retrouve le réalisateur et avec Wame Kwei Arma au scénario. En acting, on a... je suis seul. Heureusement que t'es là. On a John Boyega, Nicole Beharie, Sélénis Leva, Michael K. Williams. Et puis, je t'ai menti, c'est pas son dernier film, parce qu'il y a un film qui arrive. Mais c'est son avant-dernier film, parce que cet acteur est malheureusement mort en début d'année, je crois. Bah, ils sont tous partis, quoi. Connie Brighton, Jeffrey Donovan, Oliver Walton. Qui est le frère de Jarod dans Le Caméléon. Oui, c'est exactement ça. J'ai eu un doute quand je regardais le film, mais c'est bien lui. Giovannazzo, et puis pas mal d'autres mondes. Donc voilà pour le casting de Breaking, en français, Brisé. Breaking est un film qui vous fait un tuto sur un braquage quand vous êtes bien élevé. C'est faux. Breaking raconte l'histoire du personnage principal incarné par John Boyega, qui, au début, c'est-à-dire que la mise en scène ne nous dit pas trop qui il est, ni qui c'est, jusqu'au moment où il va arriver dans une banque. Et la scène qui fait basculer le film, c'est quand il est à la banque, il demande un retrait d'argent que la banquière lui donne, et il écrit sur un bout de papier à l'attention de la banquière, « Dans mon sac, il y a une bombe ». Et là, tout commence, c'est un huis clos, dans lequel cet homme, je crois que c'est tiré de faits réels. C'est tiré de faits réels. C'est tiré de faits réels. Dans lequel cet homme passe par le braquage pour faire entendre sa voix. C'est presque un braquage militant. C'est incroyable. C'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. Je peux pas c'est un film où ça va être très délicat de trop en dire, parler sur les intrigues du scénario parce que moi je savais pas de quoi il remuait, c'est-à-dire que moi en plus à la base quand je suis venu le voir, il m'a dit ouais j'ai ça et en plus celui-là c'est le dernier, il m'a dit ouais je suis un peu chaud pour le voir et moi j'avais d'autres films en tête. Et je sais vrai pas qu'il y avait beaucoup de films. Et c'est vraiment ce qui m'a chauffé, c'est qu'il m'a montré la bande-annonce, il m'a montré donc la partie que je vous ai énumérée, qui lance l'histoire, parce qu'en fait la manière dont je vous ai fait le synopsis, c'est la manière dont lui il m'a teasé le film. Et là je me suis fait c'est un peu dingue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas. Alors c'était un peu téléphoné parce que je me suis dit c'est tellement gros qu'il y a des choses que j'avais anticipées, mais en fait il est pas tant là le truc, c'est vraiment le propos du film. J'aimerais bien connaître l'avis du réalisateur parce que c'est sûr que c'est lié. Et c'est un film, déjà John Boyega, moi à part Star Wars je le connaissais pas trop, voire pas du tout. On peut voir, mais je sais pas si moi je crois que je l'ai déjà vu dans un autre film. On va aller voir directement sa filmographie. Ah oui c'est vrai, parce que attends, alors oui le deuxième Pacific Rim. Oui, Détroit, voilà. Détroit de... qu'on avait vu. Ouais. Et qu'on a débriefilmé, je crois. Catherine Bigelow. Mais il y avait un truc, je crois... Ah voilà, Attack the Block. Je l'avais vu, moi, dans Attack the Block la première fois, mais je ne savais pas que c'était lui. D'accord. Il était jeune. Et moi, je l'avais vu dans Attack the Block, qui est très drôle. En gros, t'es dans une cité anglaise et il y a des Martiens qui débarquent. Et les Martiens sont pas super gentils, quoi. Et il y a Nick Frost. J'allais dire, il y a les mecs de... Il y a que Nick Frost. Et en fait, je me suis souvenu, après Star Wars, que l'acteur, le jeune qui était là-dedans, c'était le mec de Star Wars, quoi, en fait. Ok. Et moi, j'ai été agréablement surpris par le film. La mise en scène, elle est vraiment cool. Notamment le début, l'introduction du personnage, je trouve qu'elle est assez dingue. Le moment où on le voit arriver dans la caméra, le moment où il fume une cigarette et il regarde, et on sait pas trop qui il est, ce qu'il veut. Il a presque pas d'identité. C'est-à-dire qu'on vous livre une histoire. Et d'ailleurs, c'est peut-être le défaut pour moi du film, c'est que... Je sais pas si je vais utiliser le bon terme. Tu vois, c'est pas que c'est un matériau brut,
c'est que il y a pas d'intro, il y a rien. Ouais, non, ça commence direct parce que la première scène, c'est vraiment où il se fait jeter d'un truc. C'est ça. Il se fait tabasser, jeter d'un truc, et après on le suit chez lui, il appelle sa fille. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a du son. Et ouais, c'est vrai et après on le voit vaguer en fait jusqu'à la banque. Jusqu'à l'annonce du titre du film. Alors je crois que c'est pas un montage parce que c'est sur la route, il y a écrit Breaking. Je sais pas. Alors c'est peut-être un truc numérique possible, mais je sais pas. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on nous présente le titre du film, au moment où il va sur la route pour. Alors je sais plus si c'est pour aller à son hôtel. Aller à l'hôtel, oui. Ouais, à son hôtel. C'est pour aller à son hôtel. Bah vraiment, c'est un truc où je m'en souviens même plus de la musique, mais c'est silencieux et on le voit errer en mode perdu il a presque pas d'identité. Alors quand je dis il a presque pas, bien sûr qu'il est nommé, etc. Mais du coup quand il arrive, c'est-à-dire on vous livre le personnage comme ça, c'est assez déroutant parce que pour le coup. Alors, c'est un choix de mise en scène, en plus assumé, parce que c'est lui le fil conducteur, c'est lui qu'on suit de bout en bout. Alors, il a des interventions où il y a sa famille qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire je sais pas le volume, mais on rajoute une dimension au personnage, bien sûr, en le reliant à des choses, notamment à sa famille, mais alors sa condition sociale, on ne la connaît pas. On ne sait pas qui il est. Moi, au début, vous aurez aussi, si vous décidez de voir ce film qui est disponible en VOD, des suspicions sur quel type d'homme il pourrait être. Moi, je m'étais plus ou moins trompé. Et c'est assez dingue, c'est lent. C'est très lent, mais intriguant. Oui, en fait. Mais après, c'est lent. Mais en fait, pour moi, la première partie est lente parce que ça joue avec les codes du film de braquage. Oui. Et comme je t'avais dit pendant le film, il joue avec ça et il le fait exprès, en fait, parce que le personnage, son comportement, il est dans un film de braquage, mais tout son environnement ne l'est pas. Ah oui, non. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai fait putain. Il y a même une déconnexion entre ce que le personnage espère générer ou veut générer ou ce qu'il croit générer et ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre la réalité. Ouais, il y a une déconnexion entre la réalité de son action à lui et ce qui en découle. Parce que même tout vient par étapes. C'est-à-dire qu'il y a des jalons qui sont posés, donc t'as forcément, quand t'as un braquage, t'as la réaction. Et là, pour le coup, il prend du temps dessus le réel. Ouais. Parce que souvent, quand je vois un braquage, l'autre il a un flingue. Ils sont 5-6 derrière un comptoir, ils se mettent tous à quatre pattes. Quand il arrive, ils doivent être en tout et pour tout 4 dans la banque. Ils sont pas beaucoup, et les 3 quarts sortent, il ne reste que 2 personnes. Ça, on vous le dit, c'est pas du spoil. Elles vont avoir un rôle majeur, les 2 actrices d'ailleurs, qui jouent très bien. Les acteurs. Après, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais très bon. Les 3 qu'on a, c'est impeccable. Vraiment, le peu qu'on a, très bon, c'est bien géré là-dessus. Je peux pas trop en vouloir au réal. C'est vraiment. Quand le dénouement arrive, parce qu'à un moment donné, il y a une question qu'on se pose, à laquelle on peut presque avoir la réponse, pour peu que... Ouais, parce que... Et je me demande si c'est pas fait exprès, parce qu'on l'a tous, la réponse. On l'a tous, la réponse. Et en ayant... Mais lui, il vous le dit pas, le réel. Il attendra la fin pour vous donner la réponse. Les personnages le dit un petit peu. Oui, les personnages le sous-entendent. Mais quand on arrive au dénouement, parce que le film se finit d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que vous avez plusieurs scènes qui sont juste à poser les unes aux autres il y a une action qui met un point final au film, et après vous avez des scènes qui se suivent, et les scènes qui se suivent vont vous donner en fait matière à réfléchir sur tout ce que vous avez avant. Ce film est une critique sociale de la société américaine, notamment de la manière dont sont traitées une certaine catégorie de la population, qu'elle soit ethnique, mais aussi et en sociale. Plus, ça, on le voit dans une des scènes, il n'y a pas vraiment... Alors, il y a le côté du fait qu'il est noir, mais le pourquoi il fait ça ne concerne pas le fait qu'il soit noir. Ah non. Et c'est ça, dans une des scènes, c'est plutôt bien montré, parce que tu vois, alors, il sort du bureau, et tu vois plein de gens, la caméra tourne, et tu vois plein de gens, et il y a les gens de toute ethnie confondue. Oui. Et c'est ça que j'ai fait. Mais lui, il a conscience de ce qu'il représente quand il fait ça, parce qu'il sait qu'il se met plus en danger, et ça on l'avait vu dans le Soldat de l'hiver et le nouveau Captain America, et que parce que ça existe aux États-Unis, dès lors qu'on est afro-américain, on a d'ailleurs il y a encore eu des trucs de ouf aux États-Unis récemment, c'est toujours pareil, on a toujours la gâchette plus facile avec les afro-américains là-bas, mais c'est eux qui vont faire la morale dans le monde, enfin qu'ils aillent se faire foutre. Mais John Boyega, je l'avais découvert par Star Wars. Et c'est même pas de sa faute, mais Star Wars, j'ai pas kiffé. Mais il était plutôt correct dans Star Wars. Ouais, j'ai même pas de souvenir de sa presta, pour être honnête. Et du coup, le voir dans ce film-là, avec cette coupe, avec ce look,
Et bah, souvent, comment il s'appelle celui qui joue dans Nope et qui joue... Jordan Peele, mais oui. Non, c'est pas Jordan Peele. John Kaluuya. C'est John. C'est pas John, je crois. Kevin Kaluuya, donc c'est comme Kevin Keaton. Attends, on va chercher direct parce que. Eh bah, c'est des acteurs nord-américains, afro-américains, apparemment. Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya et donc John Boyega, c'est des acteurs afro-américains de talent. Et il n'y a pas que, hein, il y a aussi la jeune femme, je sais plus quelle est l'actrice. Alors, on va chercher parce que. Non, ben tu reviens sur voilà, c'est Nicole Berry et Céline Saiva. Et qui d'ailleurs, je pense, qui vient d'Amérique, qui a des racines latines américaines. C'est fort probable. Il me semblerait, hein, je veux pas me tromper. Bon, Michael K. Williams, pour moi j'avais beaucoup aimé. Pour ça que j'ai regardé, j'ai voulu voir ce film-là. Ouais. C'est un bon acteur. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est dingue. Parce que ça va être important durant ces débriefs. Dans tous les films qu'on va traiter, l'acting joue de... je sais pas s'il joue de plus en plus un rôle important, ou peut-être que je m'en rends plus compte. Mais c'est important d'avoir de bons acteurs pour nourrir le propos que tu veux défendre dans ton film. Oui. C'est pas tout d'avoir un nom et une tête à un endroit parce que tu te dis, bah lui, il serait bien là. Et en fait, il faut des gens qui soient capables d'incarner l'idée que tu veux avoir à l'écran. Et ça, le réal, John Boyega et les actrices, en premier lieu, et en second lieu, Williams K., je sais plus comment il s'appelle... Michael K. Williams le font très bien et c'est un film qui, comme Elephant, comme 9/11, Fahrenheit 9/11, enfin c'est un film qui vous montrera un autre aspect de la société américaine et il y a de la, enfin moi ça m'a pas révolté sur le coup, ça m'a pas révolté le soir même, ça m'a révolté le lendemain. Bah moi ça m'a un peu en fait ça m'a pas révolté parce que moi ça me rend malade. Le truc c'est que plus le film avançait et plus je me rendais compte du propos du film et j'étais en mode putain. Mais c'est pas bah ouais mais quand tu sais que c'est tiré d'une histoire vraie et d'ailleurs je sais pas si on aurait dû le dire parce que moi je savais pas en le regardant. Si au début c'est dit. Ah d'accord. Il le dit au début. D'accord. Mais en fait, je sais pas si tu te rappelles, I Am... Et même il est pro-palestinien le réalisateur. Je suis Daniel Blake. Moi Daniel Blake, c'est ça. Oui, Ken Loach. Voilà. Ken Loach, je le confonds avec Daniel Blake. En fait, ça m'a fait un peu la même chose. Où, par contre, dans celui-là, j'étais ressorti en mode « Oh les enculés !» J'étais un peu révolté. Après, je l'étais pendant le film. Et après, en fait, à la fin de ce film-là, je me suis dit ça m'étonne pas, en fait. Mais c'est triste de se dire ça, de se dire... je crois qu'en plus, t'avais dit la même chose aussi. Et qu'on s'est un peu dit, et c'est ce que j'ai ressenti, en mode aux États-Unis, ça m'étonne pas. Et en fait, donc j'étais révolté, mais pas autant que moi de Daniel Blake ou d'autres films comme ça. Mais en fait, moi, j'étais révolté pendant le film parce que j'étais en mode, mais putain, en fait, c'est l'incompréhension et c'est horrible. Il y a une vraiment, et tu sais quoi, je l'ai su même très jeune. J'avais vu quand j'étais petit un documentaire sur Las Vegas et il parlait des SDF qui vivaient à Las Vegas. Et à un moment donné, il filme un SDF qui parle et bon, là pour le coup, il était blanc et il dit ce qu'il était avant d'être SDF. Et moi, j'étais kécho parce que j'ai pas envie de vous dire qui il est lui. Et j'étais kécho parce qu'il était comme lui, tu vois. Et je dis, bah, qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là. Et en fait, il t'explique souvent que les États-Unis glorifient une certaine catégorie de personnes, mais ils les jettent sans problème. Et en plus de ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Grave. Oui. Et il y a même eu, tu connais le truc, les gens dans la nature qui sont tout nus? La série là, Survivor. Le Koh-Lanta. C'est Survivor. Ça s'appelle pas Survivor, ça s'appelle. C'est pas Man vs Wild, je crois que mais oui, je crois que je vois que c'est... C'est les gens, tu les fous à poil, un homme et une femme, et ils doivent survivre 21 jours, etc. Et à un moment donné, dans un de ces trucs-là, ils avaient fait venir une dame qui était comme eux, et son compagnon avec qui elle était, le mec avec qui ils l'ont mise, il a abandonné au bout de 3-4 jours. Et elle est restée toute seule. Et quand elle est restée toute seule, elle a commencé à avoir vraiment... Elle a badé vénère, tu vois. Elle a badé vénère. Bah, déjà, parce que dès que tu te retrouves seul, et puis en fait c'est le truc en fait où ils ont une caméra avec eux, c'est ça, et ils se filment eux, et en fait il n'y a pas d'équipe technique derrière. Ouais, mais même parce que j'en ai vu beaucoup qui finissaient seuls et qui badaient pas comme, mais elle badait par rapport à son passé. Mais parce que toi tu regardes cette série. Ce même passé, ça m'arrive. C'est rare, mais ça m'arrive, c'est rigolo. Je suis pas très à l'aise avec le queutru, mais c'est rigolo. Bah moi je trouve ça un peu, enfin, c'est les téléréalités, j'ai du mal avec les téléréalités en fait. Ouais, mais pour le coup, celle-là, elle est pas fake. Hein. Bah ouais, je sais, parce que il y a le truc où tu les vois manger et tout, machin. Ah, mais tu les vois surtout maigrir.
Ouais. Ah, mon gars. En fait, c'est comme hardcore. Koh-Lanta en vrai, sauf que c'est encore plus hardcore. Ah, c'est hardcore. T'as rien, genre. T'as rien. Et du coup, il y avait une dame qui venait du Canada, d'ailleurs, côté anglophone, et qui était comme ces gens-là. Et quand elle a dit des trucs à la caméra, bah moi, ça m'a perturbé. Pourtant, j'ai vu ça il y a pas longtemps, tu vois. Je l'ai regardé, j'ai dit, putain, à ce point-là. Mais oui. Parce que je m'en rends pas compte, je l'ai pas vécu, tu vois. Mais il y a une vraie thématique et il y a une vraie problématique, surtout aux États-Unis, surtout dans cette société-là. Il y a une vraie problématique là-dessus. Et parce que lui, il explique un problème, mais et c'est ouf de vous parler de ce film, parce qu'on peut vraiment pas vous dire de quoi il retourne, parce que c'est important pour comprendre le film. De savoir, mais vous avez on le sait, je crois, à la moitié du film. Presque à la moitié. Parce qu'il y a des espèces de flashbacks qui sont très bien foutus. Et oui, et ils sont bien amenés, et puis c'est pas le truc genre, il y a un blanc, on te montre une scène du passé, non. et on revient. Parce qu'en fait, le personnage a des traumas, et en fait, à un moment, on se demande même s'il est pas fou. Bah oui, ou s'il est pas. Et en fait, il se passe des trucs par rapport à ça. Est-ce que ça existe vraiment? En mise en scène, où tu te fais putain, c'est bien foutu. Et où t'as des doutes. Et moi, la scène, c'est quand il lève la tête, il regarde en haut. Ouais, et là, t'as un flashback. Et après, boum, t'arrives sur le truc où je vais pas vous dire. Et je fais putain, il est trop bien amené, le flashback. Ça, il est très bien. Pour moi, c'est il y a un truc où il est assis aussi. Ouais. Je sais pas si tu vois, il est assis au téléphone. Il baisse le téléphone, la caméra tourne, le décor derrière tourne. En plus, j'adore ces mouvements-là. Et il se retrouve en flashback. J'ai fait putain, le bâtard. Non, il y a pour le coup, ce film-là, moi, ce que je lui reprocherais, et c'est pas de sa faute, c'est ça a été pas dur, mais à regarder, la mise en scène m'a. Soit j'étais pas dans le mode pour voir ce film-là. T'es perdu en fait. Ouais, t'es un peu perdu et bon, et en plus il te guide, hein, parce qu'il te fait pas non plus du clac. Ouais. En plus il y a des scènes qui sont assez symboliques. Il essaye de parler plus avec l'image, le jeu d'acteur. Il y a beaucoup de silence dans ce film. Hein. Il y a des moments où ça flotte un peu et bah c'est peut-être ce type de cinéma-là auquel j'adhère. Bah, c'est même pas que j'adhère, auquel j'ai du mal à accrocher parce qu'il faut que je sois dans une certaine disposition pour le horreur. Casse ta gueule. C'est le premier film, t'as trop de chance. Et là j'ai l'impression que celui-là. Eh ben, c'est plus moi qui me suis auto-parasité parce que je suis venu, j'étais sûr qu'on allait voir du Guy Ritchie. Je voulais voir un truc. En vrai, ouais. Je pense il y a moi aussi où je t'ai montré des films où genre tu savais que ça allait taper, t'étais dans un mood. Ouais, voilà. Il y avait Guy Ritchie, il y avait Liam Neeson et il y avait un film de Aka là, film d'action sur Netflix. Donc j'étais dans ce mood-là et je pense là, on est parti clairement sur l'opposé. Et bon, je vais lui mettre un 3 sur 5, mais c'est pas un petit 3, il va prendre un 3 obèse. Il va prendre un gros 3. Mais moi, je pense que je vais faire pareil 3. Mais un énorme 3, il n'est pas parfait. Et que, pareil, en fait, moi, quand je l'ai mis, et par rapport à la bande-annonce, on n'a pas vu toute la bande-annonce. On a vu que le début. Que le début. Et en mode, truc de braquage et tout. Et moi, en fait, le truc, c'est que le personnage, moi, ça m'a un peu parasité, mais je pense que c'est un hommage. Il faut que je trouve une image. Il est vraiment incroyable, Boyega. Comment il est avec la petite moustache, il fait penser au personnage de Denzel Washington de John Q, en fait. Et ça m'a un peu parasité dans le début du film, où je m'attendais un peu au même truc que John Q avec Denzel Washington. Réalisé par Jans, non. Non, Nick Cassavetes. Et en fait, donc faut que je vous montre une petite photo de ce cher. Et puis, si vous n'avez jamais vu John Q, regardez John Q, parce que c'est aussi une histoire vraie. Alors, attends. Ah, voilà. Alors, en vrai, j'ai un peu extrapolé dans ma tête. Mais ça m'a fait penser à ça. En fait, je pense que c'est plus l'ambiance. Ouais, l'ambiance. Qui m'a fait penser à ça. Je l'ai pas vu, John Q, mais bon, il y a... Encore une fois... tu vois, c'est un sujet, il faudra qu'on en débatte un jour. Moi, je suis même chaud pour que toi et moi, on fasse un live où on amène, et tu sais, il n'y a pas d'image, etc. Et on essaie par contre de motiver des gens à venir, ne serait-ce que 3-4 personnes sur le live. Et on prend une thématique, et moi j'aimerais bien que toi et moi on se retrouve devant la caméra. Ouais, parce que c'est intéressant. Et qu'on prenne une thématique, limite on digresse, mais on essaye de s'y tenir. Et j'ai envie que toi et moi on parle, pas du militantisme dans le cinéma, mais qu'est-ce que c'est que de dénoncer dans le cinéma. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on était complètement absent et c'est le cinéma qui nous a sensibilisés? Quel rôle joue le cinéma dans le parce que mais ça, tu vois, moi, ça me révolte. En France, il n'y a pas trop ça, même si je pense qu'il doit y avoir des délires. Mais aux États-Unis, il y avait la vie de Billy Lynn, de Angeli, qui parlait de ça aussi. Oui. Et qui parlait de comment on médiatise ce truc-là. Oui. Mais que derrière, en fait, on n'agit pas. Et d'ailleurs, il y a un truc avec les médias dans le film. Ah non, mais il y a un truc avec les médias, avec la police, avec les forces politiques. C'est-à-dire qu'on a quand même malin, c'est-à-dire et même le peuple qui regarde, parce que mine de rien, je suis sûr que ces gens qu'on voit à l'extérieur de là où se passe l'action en huis clos, c'est nous.
c'est le spectateur, tu vois. Donc t'as un peu tout, le spectateur qui est là, qui réagit pas, qui est interloqué. Et honnêtement, limite, moi je vous inciterais à regarder ce type de film, parce qu'on sait tous que les Américains sont les premiers à faire la morale, et on sait pertinemment que bon, c'est vraiment, il faut l'expression balaye devant ta porte, c'est aussi pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a je suis content qu'on commence à parler de ces choses-là, ou en tous les cas qu'on les montre au cinéma. Je sais pas quel impact ça aura dans la société américaine, mais j'aime bien que des réalisateurs prennent parti, et quand c'est bien fait, quand c'est pas pour vendre à parce que là on peut pas dire qu'ils profitent de l'engouement du Black Lives Matter, tu vois. Peut-être que ça dans le mouvement, mais je pense pas que c'est pour ça. Non mais je veux dire, là il y a vraiment, parce que je vais pas non plus dire ça, mais je sais qu'il y a des producteurs, là je parle pas des réals, il y a des producteurs qui, dès qu'ils peuvent surfer sur la Black Exploitation, ils y vont. Hein. Il faut faire de l'oseille. Il y a aussi le fait on a dit qu'il fallait des quotas, donc on met des quotas et on les met. Mais en fait, c'est comme le délire de faire des films, mais que avec des femmes. Tu vois. Oui, parce que tout dépend de comment. Regarde le film qu'on avait vu avec Isabelle. Comment elle s'appelle ? Non, Elisabeth Debicki et Viola Davis. Non, c'est pas Viola Davis. Les veuves. Les veuves. C'est incroyable ce film. Et les actrices et même les figures de l'ombre. Et les figures de l'ombre. Tu vois, aussi, oui. Dès lors qu'en fait, c'est même pas une question de il faut mettre quelqu'un. Quand c'est bien fait, en fait. En fait, il faut écrire le rôle pour c'est quelqu'un que tu choisiras, tu vois. Ouais. Et là, on sent que il y a une vraie proposition artistique, il y a une vraie proposition au niveau de l'acting, même dans la mise en scène, il y a des partis pris qui sont super intéressants. Vraiment, moi, j'ai pas réussi à rentrer complètement dedans, et je m'en suis presque voulu en sortant de chez lui. J'étais pas bien, mais j'étais interloqué sur ça. Mais c'est un film que je vous on lui met un 3. Et honnêtement, je lui ai mis un 3. C'est un très bon 3. Il y a un film qui va. Bah oui, c'est un très bon 3 parce qu'il y a un film qui va prendre une note plus méchante que lui. Ça va venir. Et moi, je voulais rebondir sur le fait qu'en fait, Doom. Et le film est un peu coupé en deux parties. Donc la première partie qui installe le personnage, l'ambiance et le propos. Et après, t'as la deuxième partie où on voit justement Michael K. Williams qui arrive dans son rôle de policier. Et son rôle de policier, justement, est intéressant par rapport à la hiérarchie où il est et l'entourage parce que lui est à l'extérieur de la banque et l'entourage qui entoure en fait cette banque, et j'ai trouvé ça vraiment et le regard qu'il a sur ce qui se passe et sa réaction à la fin quand il y a le dénouement, moi j'ai trouvé, et c'est même beau. Parce que du coup, je suis même très triste qu'on ait perdu, mais on a perdu beaucoup de monde ces derniers temps. Cet acteur, moi, ce que j'ai découvert dans The Wire, parce qu'il jouait Omar, et en fait, j'essaye un peu de me raccrocher à tout ce que je peux avoir de lui. Et c'est vrai que, parce que j'en ai vu d'autres, il y a d'autres films qui sont un peu moins bons, mais celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, trop bien, quoi. Et dedans, il est excellent. Et le personnage qu'il joue, je trouve, comme tu dis, il est beau par rapport au film, quoi. Voilà, et donc bravo à John Boyega, bravo aux réalisateurs, bravo aux actrices. Je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais voilà, vous avez les acteurs qui font un boulot formidable, et tout se goupille bien, vraiment. Et le rythme, et pas la lenteur, mais cette espèce d'ambiance dans laquelle moi j'ai pas réussi à rentrer, et c'est vraiment un 3 personnel, vraiment. GG, quoi. C'est comme si tu mettais. C'est comme quand je comprends maintenant les profs quand ils te mettent un 13 ou un 14, qui te disent t'aurais mérité 18, mais il y a des choses qui ont fait que je peux pas te mettre 18, mais c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Bah là, je te peux pas te mettre. C'est 4. L'ambiance. Voilà. C'est le prof, c'est l'ambiance. Bah non, mais moi, je rigole, film, je rigole. Si je me prépare pas à le regarder, ou alors faut vraiment que dans ma tête je sois vide quand je viens chez toi. Non, mais c'est vrai que là, je sache on était pas, dans un mood. Et là, je suis plus. On n'était pas dans un mood à voir ce film-là. Voilà. En fait, tu vois. Et ça me parasite. Donc, ça me l'a fait aussi. Limite, les prochaines fois, on se met d'accord, soit c'est parce que le trio de films, on verra. On verra, je sais pas. Mais... Ça avait rien à voir, et le film qu'on avait regardé la veille aussi. Rien à voir. Rien à voir, mais on va en parler après le film là qui va être un film. Alors, je propose le film asiatique. Vas-y, si tu veux. Film asiatique. Alors, attends. Film hongkongais. Alors, plus chinois, chinois du coup. Vu que Hong Kong appartient à la Chine, tout simplement. Je sais que tu m'as dit qu'il y avait une différence entre le cinéma hongkongais et le cinéma chinois. Alors là, c'est pas sur. Comment dire, ce que j'ai dit ne marche pas avec ce film-là, parce que ce film est un wuxian, si je me trompe pas. C'est un wuxian, donc un style de film
qui est en fait un film tout simplement d'époque et nous on a le capet d'épée, eux l'ont Wuxian avec les épées en gros costume d'époque, mais c'est pas que un film d'époque, il y a tout un truc derrière avec une petite mystique et tout ça. Ah oui, il y a des choses, mais le genre s'appelle le Wuxian en fait, c'est un style chinois. Et ben continue à nous parler en nous présentant le synopsis de Sakra, la légende des demi-dieux. Voilà, donc c'est un film qui est sorti, alors faut le dire, le 10 mai 2023 en salle au cinéma, et ça il faut le dire parce que c'est étonnant, juste étonnant d'avoir ça au cinéma. Merci John Wick 4 je pense, et merci Donnie Yen, parce que en fait c'est réalisé par Donnie Yen, enfin c'est co-réalisé par Donnie Yen, il y a Kam Ka-wai à la co-réalisation dessus. Ça voit quelque chose? Non, pas du tout. D'accord. C'est chinois aussi, mais ça n'a rien à voir. Et, en fait, parce que Donnie Yen, alors il a déjà réalisé des films, je crois il a déjà réalisé 2 films avant celui-là, mais tout simplement c'était un chef de coordinateur des cascades, et comme je l'ai déjà dit, dans les films chinois hongkongais, les coordinateurs de cascades sont pratiquement au même niveau que les réalisateurs, parce que ça prend énormément de place dans ce genre de film-là. Donc c'est adapté, alors je crois que c'est un roman, si je me trompe pas, est-ce que je l'ai écrit, tiré du roman Demi-dieu et semi-démon de Jin Young. Voilà, alors il y a beaucoup de scénaristes, voilà, acteurs bien sûr Donnie Yen et plein d'autres acteurs que je vais pas nommer parce que je vais sûrement écorcher tous leurs noms. Voilà, puis je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce film-là. Je veux voir comment il s'appelle Donnie Yen parce que j'ai oublié. En fait, quand tu vois trop de films, tu oublies le nom des personnages. C'est Qiao Feng. Oui, c'est Qiao Feng, exact. Qiao Feng. Alors en fait, Donnie Yen est un orphelin qui a été recueilli, qui a été déposé au pas de la porte d'une famille qui appartient à un clan. Et en fait, dans cette époque de la Chine, les clans sont plus ou moins en paix. Et du coup, il ne connaît pas ses origines et il est adopté par une famille qui appartient à un clan. Et il s'avère que c'est un gamin extrêmement prometteur qui va devenir un pro des arts martiaux, alors je vais le dire, c'est pas ça le terme, chef de la guilde des voleurs. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a plusieurs gangs, mais je pense qu'on peut dire ça. Voilà, c'est le chef de la guilde des voleurs. En gros, ils sont représentés comme ça. Voilà, qui défend la justice. Et il s'avère qu'un jour, il va être accusé de meurtre vis-à-vis d'un des membres de sa guilde. Et il va être déshonoré et chassé du clan. Et il va devoir trouver d'où vient la conspiration qui a voulu le faire tomber, puisque bien sûr, il est innocent. Mais il veut savoir d'où ça vient et pourquoi lui. Et ensuite, l'histoire l'emmènera chercher des réponses et la vérité. J'allais dire loin, pas si loin que ça. Et c'est un film étrange. En fait, c'est un style que tu n'as jamais vu. À part peut-être Tigre et Dragon, je sais pas si tu l'as vu. Détective D. Ouais, tu as vu Détective D, mais Détective D c'est un autre délire parce que c'est du Tsui Arc et c'est pas le même, enfin c'est pas tout à fait pas, même si c'est un peu le même style. C'est le seul parce que Détective D c'est plus un film policier, tu vois. Voilà, et c'est le seul que j'ai vu, sinon je n'ai jamais vu Tigre et Dragon. Ouais. Et c'était la première fois que je voyais, comment tu l'as dit, ce style de film? Oui, le Wuxian. Le Wuxian, c'est la première fois que je voyais un Wuxian. Enfin, désolé pour la prononciation, hein, si jamais vous nous regardez et que vous êtes d'origine asiatique et plus particulièrement chinoise, je ne veux pas saboter votre langue. Et j'ai été... Alors, il y a des trucs que j'aimais bien, notamment le visuel, les couleurs. Ils sont très sympathiques. Bon, Donnie Yen... Alors, Donnie Yen, je me réserve, j'ai l'impression que c'est le Tom Cruise asiatique. Alors, non, parce que dans John Wick, il sait jouer des rôles. Non, mais dans Rogue One, il sait jouer des rôles. Après, c'est une star d'action hongkongaise en Chine, une énorme star. Donc oui, il y a des films où, alors pas dans celui-là vraiment, je trouve pas, mais dans on avait vu Initial D, on avait d'autres films encore où il joue un peu comme Jackie Chan le jouait à une époque. Quand il doit jouer le bonhomme vénère d'action, il le joue. Mais après, il sait jouer des films, des rôles un peu plus recherchés. C'est un bon acteur, mais là, honnêtement, c'est même pas tant sur le fait, parce que ce qui est intéressant dans ce film à voir, c'est la bagarre. La bagarre. Et alors, le problème, c'est que le film, et ça, on était à peu près d'accord quand on est sorti de la salle, il vous raconte une histoire. Donc, au début, on vous dit, ah, t'es accusé de quelque chose, il s'en défend, il est exclu de son clan, il cherche la vérité. Le temps que ça met.
c'est les 3/4 du film. En fait, le truc, c'est que c'est le délire de ce film-là. C'est de ces genres-là. Enfin, à chaque fois que j'ai vu des films comme ça, c'était comme ça, où en fait, tu pars d'un postulat, d'un point, et c'est le truc déclencheur. Là, il y en a plusieurs en plus qui s'enchaînent. Quand il est exilé, il y en a d'autres qui arrivent après. J'ai fait, wow, oui, ok, d'accord. Par la force du hasard. Après, c'est tiré d'un livre. Et apparemment, de ce que j'ai compris, il a voulu trop condenser le livre, il a voulu mettre trop de trucs et ça se ressent, c'est un peu fouillis et c'est un peu le bordel dans l'histoire en fait. C'est simplement. C'est tellement le bordel. C'est trop dense. À la fin du film, ils expédient un peu. On sait pas trop comment ça se termine. Enfin, le film se finit. Il y a une scène qui s'apparente être la scène de fin quand je la vois. Il y a le logo. Non, il y a le mince. Ah, comment ça s'appelle il y a en gros il y a une image, je sais plus comment ça s'appelle, où il y a marqué un film de Donnie Yen parce que c'est la fin, tu vois, réalisé par Donnie Yen quoi. Et après ça, il y a une autre image qui arrive. Il y a plein de scènes post-génériques, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui apportent qui apportent énormément de choses à la fin du film. Qui fait qu'en fait, t'as regardé un bout d'histoire, t'as même pas tout eu, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que du coup, c'est pas que c'est redondant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois que ça prend du temps, tu te dis ok, et à un moment donné, tu te dis attends, on est encore sur ça là, ça fait 1 heure qu'il a commencé, frérot. Plus d'1 heure. Hein, Et ouais. Le film doit durer 2h30, 2h. Ah ouais. 2h. Ouais, 2h30 au moins. Attends, ça doit être écrit, mais il dure à 2h d'histoire, ressenti 2h30. Wow. Mais en fait, il y a tellement de trucs que il y a même des trucs qui finit pas de développer et qui est un peu expédié à la fin. Et à la fin, on vous spoil un peu, mais c'est un peu à suivre, quoi. Il nous laisse. Ah non, c'est pas il nous laisse. Il y a un truc après. À suivre. Parce qu'en fait, même quand on regarde, quand il vous dit Donnie Yen film, production, etc. Même là, vous dites, des choses, non ? Tu dis, ok, mais en fait, il y a eu tellement de trucs, tu fais, bon, d'accord, ok. Ouais, et c'est dommage. Et c'est vraiment triste. Franchement, on peut pas vous en dire plus. Si vous voulez aller le voir et que vous aimez les Wuxian, allez-y. La photographie est belle. C'est magnifique. Il y a des décors qui sont incroyables. Par contre, la déco, incroyable. Il y a des décors qui sont fous et des décors en dur. Après, bon, il y a des scènes. Il y a des décors. Comme j'ai mis là, cette scène de combat là. Pour moi, c'est la meilleure parce que celle de fin, je l'ai trouvée expédiée. Ouais, celle de fin est un peu expédiée alors que justement, on a quand même des scènes durant le film qui sont plutôt stylées et plutôt bien chorégraphiées, normal de Nien. Cette scène-là, elle arrive presque au milieu du film, alors un petit peu plus que le milieu du film. Et il y a une scène où en fait, il y a une grande table où il se tape dedans, la caméra fait un truc à un moment, tu sais, quand il fout les têtes comme ça et que la caméra, c'est fou. Le mouvement de caméra est fou, j'ai fait putain, c'est fou. Alors, on n'a pas que... Mais quelques petits moments où la caméra fait des trucs dingues, j'aurais aimé que ça fasse plus. C'est pour ça que moi, je suis un peu en demi-teinte sur ce film-là, où je me dis, c'est pas le meilleur Wuxian que j'ai vu, c'est pas non plus le meilleur Donnie Yen que j'ai vu, mais j'ai pas boudé mon plaisir parce que Dune, je l'ai vu au cinéma et c'est incroyable. J'aurais jamais pensé voir ce genre de film au cinéma en France, là, comme ça, en mode de grande salle et plutôt bien distribué. Et putain, j'ai un peu kiffé, quoi. Ouais, moi la photographie j'ai aimé, les chorégraphies j'ai aimé. Mais après, je comprends comme je vous ai dit, parce qu'on l'a vu avec un autre ami, comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur style de ce film-là que j'ai vu. Moi j'ai aimé, mais malheureusement je suis un peu déçu de vous avoir montré celui-là en tant que Wuxian, alors que vous avez jamais vu ce style de film-là, tu vois. Ouais, moi je t'en veux. Non, plus sérieusement. Moi j'y suis allé avec la curiosité qui m'a mis. Puis bon, à chaque fois qu'on va au Carré Scénar, tu me fais profiter de ton pass duo, donc je vais pas non plus me plaindre parce que j'y vais pas avec la même optique parce que je me dis tiens, il va me faire découvrir un truc. Donc encore une fois, visuellement les décors c'est beau, les scènes d'action des fois c'est un peu bateau parce que c'est un peu noble, il y a plein de films comme ça, je m'en fous. En fait, vu que le scénario part un peu partout et ramène plein d'arcs d'histoire, et il y a des trucs où tu t'en fous un petit peu, il y a des trucs un peu gnangnan où tu dis bon, ça t'aurais pu le zapper, en fait on n'a pas besoin de le voir. Donc, surtout le truc où il est avec la meuf et qui voyage dans l'espèce de caravane là, ça enlève-le quoi, ça prend du temps pour rien. Je comprends pourquoi, mais t'en as pas besoin. Non, mais même je pense que si tu voulais vraiment faire un film à suite, fallait peut-être te concentrer plus sur un événement, peut-être 2. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Mais tel que c'est raconté, moi je vais lui mettre malheureusement un 2/5. On va lui mettre la moyenne. Moi je vais lui mettre un 3 parce que il propose beaucoup de choses, il est généreux, mais c'est mal branlé.
Après, il y a quelques pépites dedans qui sont vraiment intéressantes. Si vous ne connaissez pas le style wuxian, ça c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée pour l'avoir, mais malheureusement, c'est que on a de la chance de l'avoir au cinéma, de le voir au cinéma, et c'est un cadeau de ouf. Alors, je pense, merci, comme j'ai dit, Donnie Yen et John Wick 4, tu vois, mais franchement, moi, je vous le conseillerais quand même, parce que c'est du grand spectacle et c'est assez stylé à voir, mais ouais, c'est pas la meilleure porte d'entrée. Franchement, j'ai eu du mal, moi, mais bon, je mets quand même 2, mais un gros 2, quoi. Je mets des grosses notes. Ah non. Après, ça va être normal. Air Jordan Air Jordan, ouais. On va passer à un documentaire. Le film s'appelle pas Air Jordan, il s'appelle Air. Il s'appelle Air. Et je vais laisser Raven vous présenter le synopsis de ce le casting, film. C'est toi le synopsis. Ah oui, putain, j'y arrive pas. Hein. Je veux que tu présentes le synopsis. Le casting de Air. Donc... mais je reconnais. Bah oui, c'est réalisé par Ben Affleck, scénarisé par Alex Corey, avec au casting Matt Damon, Viola Davis, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Tucker, Marlon Wayans, Chris Messina, et puis bien d'autres encore. C'est adapté d'une histoire vraie, tout simplement, et c'était dispo, alors que je reprenne mes notes, c'est dispo sur Prime et c'est sorti... Ok, c'est sorti le 12 mai. Et d'ailleurs, assez surprenant et assez choquant, salut la régie, faut savoir, la petite anecdote, fun fact, quand j'ai raconté à mon paternel ce que j'avais vu, et j'ai dit, ah, j'ai vu ça qui parle de ça. Il m'a sorti toute l'histoire. Je dis, mais comment tu sais tout ça? Et bah lui, il connaissait toute l'histoire de ça. Ah ouais? C'est fou ça. Il m'a choqué. J'ai dit, moi j'ai vu un film pour le savoir, et toi tu le savais? Il me dit, ça c'est connu ça. Et je ne le savais pas. Donc, Air est un film qui raconte l'histoire de comment Nike, la célèbre marque à la virgule, a obtenu les droits pour pouvoir utiliser le nom et sponsoriser la légende de la NBA des Chicago Bulls des années 90, Michael Jordan himself, avec dans le rôle principal Matt Damon qui joue Sonny qui est la tête pensante du secteur basketball chez Nike qui dans les années en 1984 n'avait pas les plus grosses parts dans 14% je crois. 14% des parts du basketball aux États-Unis, parce que le basketball, comme le baseball, le football américain et le hockey sont des grosses ligues sportives qui attirent du monde, et ceux qui avaient les plus grosses parts étaient en premier lieu Adidas et ensuite Converse. C'est ça, Adidas, Converse. Et voilà. Il n'y en avait pas un autre? Non, c'était Adidas, Converse et Nike qui avait 17%. Et en fait, Sonny, qui est interprété par Matt Damon, doit aller chercher de nouveaux talents avec le secteur d'activité de la NBA de Nike pour pouvoir avoir des noms sur lesquels apposer la marque et pouvoir vendre cette dernière. Seul problème, c'est que Nike ne gagne pas énormément d'argent et Nike est plus à l'aise dans tout ce qui est chaussures de course, tennis. Et il s'avère qu'ils veulent lâcher ce segment et que ça ne leur apporte plus tant d'argent. Donc c'est un dernier coup de poker. Et quelle métaphore j'utilise, je vous invite à regarder le film pour comprendre. C'est un véritable coup de poker que va jouer Sonny, la tête pensante qui gère le secteur du basketball chez Nike. Et alors cette histoire, on a vu Tetris et on voit celle-là, et c'est pas le même niveau, mais quand même, encore une fois, je vais saluer l'acting de Matt Damon. Et alors, il m'a surpris. Je sais que c'est un bon acteur, tu vois. Mais s'il devait y avoir... il est bien dirigé, c'est un bon acteur. Et le fait que, en fait, Ben Affleck... Damon. Team America, incroyable. Et Ben Affleck et Matt Damon sont amis depuis l'enfance. D'accord. Toujours. Et en fait, ils ont débuté ensemble, ils ont fait des trucs ensemble, ils avaient joué dans Clerks, non pas Clerks, Jay et Bob, Dogma de Kevin Smith. Okay. Et ça fait longtemps qu'ils font des choses ensemble, et à chaque fois, alors pas à chaque fois, parce que dans son dernier film, Ben Affleck l'avait pas pris, mais souvent, ils jouent ensemble et il fait jouer Matt Damon. Donc en fait, ils se connaissent, donc ils savent comment ils fonctionnent, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et en fait, vu que Ben Affleck connaît Matt Damon, il sait diriger Matt Damon. Et c'est pour ça que l'alchimie, en fait, dans le film, fonctionne bien. Et c'est vraiment... Matt Damon et Viola Davis sont très bons dedans. Et alors, l'histoire, moi, je peux pas vous la raconter, parce qu'il y a tout un truc où, dès le début du film, et c'est très bien fait, on vous présente Matt Damon, et le personnage de Sonny, qui est un vrai passionné de basketball. C'est-à-dire, lui, c'est vraiment un amour. Il l'appelle le gourou du basket. Le gourou du basket. C'est-à-dire, il aime vraiment ça.
On voit, parce que la première scène où on le voit, c'est sur un terrain de basket. C'est sur un terrain de basket. Et après, on voit qu'il connaît. Et d'ailleurs, il pose des questions aux gens qui se prétendent spécialistes du basket. Tu sais comment il joue, tu sais qu'est-ce que c'est sa spécialité. Et on voit qu'il brain un peu les gens comme ça. Et qu'il connaît les joueurs, il connaît les tactiques, il connaît les mouvements et tout ça. Il connaît l'histoire de chaque... C'est un peu comme les pros du foot qu'on a, qui savent quand ils marquent, à quelle minute, etc. Comment se passe le déroulé du match, les enjeux. Donc c'est vraiment un spécialiste dans son domaine, un vrai amoureux. Et ça, il le remet très bien, Matt Damon, mais vraiment très bien, notamment durant une scène où il va avoir la parole. Et c'est vraiment bien amené et c'est cool. Ouais, franchement, il y a vraiment il y a eu des bons choix artistiques là-dessus. Et je vais te laisser parler parce que je vais dire un mais. Qu'est-ce que t'as aimé toi dans le film? Moi, je vais commencer direct dans le mais. C'est pas bien, alors. Aussi épique que, comme tu l'as dit, Tetris, parce que Tetris part un peu dans la fiction. Mais là, en fait, on voit direct que c'est qui veut raconter la vérité, la vraie histoire. Et c'est sûr que tout s'est passé. Il y a moyen que 80% des trucs qu'on voit. Tout ce qu'on voit, on se dit, mais putain, c'est très fortement probable, quoi, en fait. Après, il y a des trucs où ça commence lentement, en fait. Il y a toute la mise en avant, justement, de Nike. Il présente un peu Nike, il présente l'enjeu, le fait que pourquoi le pôle basket est là, pourquoi faire, et pourquoi comparé aux autres ils veulent démarcher des joueurs et tout ça qui sont dans la draft, donc le classement américain. Après il y a ça, tu vois, il y a le fait qu'on est dans des réunions où en fait t'es américain, tu t'intéresses, même si je pense tu t'intéresses pas au basket, tu connais des trucs. Le fait est que je m'intéresse pas du tout au basket, que le basket n'est pas du tout démocratisé en France. Donc en fait, il y a des trucs qui parlaient où je voyais clairement que c'était pour ceux qui connaissaient le basket, oui, et drops des names, Magic Johnson, tu le connais pas? Non, il y a Magic Johnson, ça va, voilà. Mais ça va, ils ont pas nommé que Magic Johnson. Non, tout le reste, je les connais pas non plus. Il y avait plein d'autres trucs, il y avait des noms d'équipes, de mouvements et tout ça, des trucs par rapport à des caractéristiques et tout ça, où à un moment, ils sont en réunion comme ça, ils parlent des trucs comme ça, et tu te dis, là je sens que ça veut dire quelque chose et ça représente quelque chose sur des gens qui connaissent le basket, mais moi, vu que je suis hors de ça, ça marche pas sur moi, je comprends pas. Donc il y a ça qui m'a un peu sorti du film, plus en fait tout le début où on se dit ok, d'accord, où tu veux aller, c'est un peu long, et en fait, alors il n'y a pas beaucoup de personnages pourtant, mais je trouve que en fait il y a trop de présentations comme ça qu'ils essayent de... Alors je le comprends pour que à la fin tu sois attaché à tous les persos qu'il y a, tu vois, mais fait est que il te présente plein de persos, et on l'a dit, Marlon Wayans dedans, il te le met là et c'est tout, et tu sais pas trop ce qu'il fait. D'ailleurs, c'était pour raconter cette histoire assez folle qu'il raconte, c'est ça, et qui est une histoire vraie, mais voilà, c'est juste en mode ouais, t'as vu, c'est une histoire vraie, mais alors c'est quelqu'un d'important, tu le sens, parce qu'il amène quelque chose quand même dans le texte, trop, enfin pour il est moi pas inutile, hein. Je sais pas, justement. Non, parce qu'il lui dit un truc, oui, alors lié, parce que c'est un joueur, tu vois, le Sonny, tu vois. Il aime le jeu dans toutes les facettes du terme. Ouais. Donc je pense que c'était plus pour appuyer ça, mais vu qu'on le revoit pas, c'est comme Chris Tucker, tu vois. Chris Tucker, il est là sans être là, je trouve. Oui. En fait, il y a limite celui que je pourrais rajouter après, bien que Ben Affleck il ait son rôle et qui est plutôt pas mal. Vraiment, si je devais rajouter deux autres en dehors de Matt Damon et Viola Davis, c'est lui, le concepteur le designer, et parce que même pas celui de droite, tu vois. Et Ben Affleck. Celui de droite est développé, mais très tard dans le film. C'est pas touchant, je trouve. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Et vraiment, moi, j'ai été captivé que par la présence de Matt Damon et Viola Davis. Viola Davis qui en impose. Impeccable, mais cette actrice, elle est trop forte. Elle est vraiment trop forte. Elle donne la réplique à Matt Damon. Il la tease, en fait, du début du film, parce que il y a justement Marlon Wayans qui dit, si tu veux traiter... C'est pas Chris Tucker ? Non, c'est Marlon Wayans qui le dit. D'accord. Si tu veux traiter avec quelqu'un, il faut que tu... il lui dit, il faut que tu traites avec la mère. Et là, lui dit, mais il faut que donc j'appelle les parents. Et il dit, non, moi j'ai rien dit, c'est ton intuition qui te dit de faire ce que tu veux, tu vois. Et en fait, il te tease le fait que la daronne est importante. Et en fait, tu la vois assez tard quand même. Et tu ne vois pas Michael Jordan. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est très intelligent, parce que on connaît tous sa tête. C'est ça. Et si, à un moment donné, on voit le vrai Michael Jordan. Ouais. Et à un moment dans donné, un petit flashback. Mais c'est même pas un flashback.
Je sais pas si c'est un flashback, c'est plus une illustration d'un propos. Ouais, si, et c'est ça. Franchement... Parce que quand ça commence par plein d'images de télé de l'époque. En fait, et il y a des trucs de les références aux années 80. Tu vois. Ah ouais, je voulais en parler. Les musiques, ils sont rentrés au chausse-pied en mode regarde, c'est nostalgique, c'est de l'époque. Et ça, j'étais en mode... en fait, au début, tu fais et puis après, au bout d'un moment, c'est... j'ai entendu. J'ai kiffé. Moi j'aime bien. Il y a des moments où tu fais j'ai compris que ce que tu voulais faire, mais bon, au bout d'un moment, arrête un peu. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est dommage, mais honnêtement, on passe quand même un bon moment. Ouais, j'ai apprécié aussi. J'ai vraiment apprécié. Je trouve que vraiment Viola Davis et Matt Damon, presque volent la vedette aux autres, même si en tant que PDG de Nike, Ben Affleck essaie de se démarquer, mais malgré tout, je voyais encore, et ça c'est vrai ça. Oui. Ça c'est. Derrière, c'est la fameuse Cortez. On la voit à la fin. On voit une photo où il est pieds nus. Parce qu'à la fin, on nous montre des photos des vrais gens. Et d'ailleurs, je crois qu'on en voit une comme ça. Important de le dire et de le préciser, mais c'est vrai que Nike, alors ils ont des défauts qui d'ailleurs sont énumérés dans le film, mais anecdotiquement, il y en a deux. Il y en a un sur la fabrication des baskets et un sur l'obtention du logotype de la marque. Et on va dire, j'ai l'impression qu'ils ont été dits pour être dit. On a conscience d'eux. Alors, je trouve que... Après, je sais pas qu'est-ce que Nike a sur ce film. Est-ce qu'ils sont producteurs? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Je sais pas. Je pense pas, parce que vu que ça fait partie du domaine public aux États-Unis, je pense que tu as le droit de faire un film. Ils n'ont pas les droits de l'histoire, Nike. Et on raconte leur histoire. Ils peuvent t'attaquer s'ils trouvent que c'est litigieux. Mais regarde, par exemple, dans les mondes de Ralph, ils ont pu représenter toutes les marques d'Internet parce que leur loi leur permet, tu vois. Excuse-moi. Donc là, je pense que ce qui est... Nike a des défauts. Ça reste une grosse société qui fait fabriquer ses pompes par des gamins. C'est quand même pas une société reluisante. Mais, c'est pas pour dire que ce qu'ils font avant, c'est cool. Il y a un truc que Sony, en fait, c'est pas Nike, que Sony, le gars qui est là, a impulsé chez Nike par cette histoire, qui va donner par la suite des choses, parce que tout à l'heure, on parlait de breaking. Hop, rebondissement. On parlait il y a des gens quand même qui, aux États-Unis, par le biais des grosses sociétés, etc., ont une vraie identité, ont des vrais principes, et quand ils intègrent une histoire, comme lui l'a fait, ils font en sorte que ces principes-là puissent faire exister soit des droits que les autres n'avaient pas, ou en tous les cas, c'est assez dingue, parce que ça a été une vraie révolution, que la Air Jordan existe, à plein de niveaux. Moi, en fait, c'est arrivé où en mode, quand ils l'ont dit, j'ai fait, tu sais, en fait, c'est logique. Pour moi, c'est logique aussi. Mais quand ils le disent, j'ai fait, ouais, ok. Et après, en fait, je trouve que c'est un peu mal amené. J'ai trouvé ça un peu particulier. Et je me suis dit, mais attends. Et tu me l'as dit à la fin du film, tu m'as dit, en fait, à la fin, il y a un des textes. Il y a un texte. Comment ça s'appelle, ça? Merde, c'est un fou, ça. J'ai un trou de mémoire depuis tout à l'heure. C'est pas un carcan, il y a un truc. Un cartouche? C'est une cartouche? Je sais pas. Un cartouche? Tu m'as dit carcan, j'ai dit cartouche. Enfin, il y a un texte à la fin. Ouais, je crois que c'est ça. Cartel, c'est ce qu'il y a dans les musées, tu vois. Je sais pas. Bref, il y a un texte à la fin qui dit un truc sur le personnage. Et en fait, je me dis, ça arrive à la fin du film. Et je me dis, tu l'as dit, et ça, c'est vraiment intéressant. Et en vrai, ça aurait peut-être demandé à être un peu plus traité dans le film, tu vois. Oui. Et je me dis, putain, merde, ça, c'est le truc que t'aurais dû rajouter, tu vois. Le truc où, c'est intéressant. Putain, ton propos, il est intéressant là-dessus. Il est dingue. Mais c'est vrai que quand Viola Davis le dit, ouais. Et là, je me dis, moi, quand elle me dit ça, je dis, on s'en fout. Ouais, c'est en mode logique. Mais après, il y a un truc où ils insistent un peu, et tu vois les réactions, et tu fais, mais attends. Mais attends. Et en fait, ça coule comme ça, et c'est à la fin, après, à la phrase de fin, où tu dis, ah! Et c'est là, en fait, que je me dis, putain, merde, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Je sais pas si ça m'a fait ça, parce que moi, du coup, ça m'a fait voir le personnage de Sony, qu'il a très bien. Moi, je me suis dit, purée, comme quoi tu peux être dans une boîte, entre guillemets, pas cool, mais si tu rentres dans cette boîte, tu peux vraiment faire avancer les choses. Dès lors, en fait, on s'en fout de là où t'es, parce que bien sûr que tu peux combattre. Tu peux te mettre en opposition au système en étant en dehors de lui, mais tu peux l'intégrer. L'intégrer et le changer quand même. Et faire en sorte que ça change. Et ce mec-là, il a changé des vies, tu vois. Il a permis des choses qui fait que même Nike, quand Trump était au pouvoir, et qu'il y a eu justement la seule marque qui n'a pas puni les joueurs de football américain qui posaient un genou à terre, c'était Nike. Tu vois.
Alors, est-ce que c'était pour vendre plus, etc. Mais je pense qu'avec les Afro-Américains, ils ont une histoire particulière. Ouais, voilà, il y a un petit peu de ça, mais pas que, je pense. Mais donc, ce film-là est un film correct. Intéressant. Et pour un film de plateforme, avec le casting, moi, je lui mets un bon 3. Bah, en vrai, putain, j'ai l'impression que je mets 3 à toutes, c'est incroyable. Bah, franchement, les films, je veux dire, sur des barèmes différents, c'est pas qu'ils se valent, mais à un moment donné, tu peux pas mettre en dessous de la moyenne des films comme ça, parce que quand tu vois des acteurs comme Viola Davis, Matt Damon et même Ben Affleck qui réalisent, et il y a une vraie proposition derrière, honnête, même s'il y a des défauts. Bon, et ben des fois on a tellement mangé quand tu bouffes du fast-food du MCU, quand tu bouffes comme moi des trucs un peu j'ai vu Primal, j'ai vu beaucoup de trucs, tu vois, qui m'appèsent, mais du coup qui me font changer ma perception. Voir des films comme ça, je suis beaucoup plus, surtout depuis Sugarman, depuis Tetris, ces films-là, j'aime bien les prendre pour ce qu'ils sont, tu vois. Et je trouve ça cool. C'est vraiment dommage qu'il y ait pour moi, les personnages en dehors de Viola Davis et Matt Damon, et ben ils ajoutent pas assez de corps à l'histoire. Mais intéressant. Et comme tu le dis un peu, fait un peu avec la passion, quoi. Ah oui, complètement. Genre, il croit en son sujet et ça se voit. Ouais. Et du coup, j'aime bien. Et 3 sur 5 mérité. Franchement, bon film. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller sur Prime Video. Allez le regarder sur Prime Video. Tu mets pas la note, toi? Bah si, je t'ai dit 3. Ah, toi aussi tu mets 3? Ouais, je mets 3, ouais. Attendez, parce que le film d'après, et on va garder le meilleur pour la fin. Et bien sûr, c'est un film du Marvel Cinematic Universe. On s'était promis de ne pas aller le voir. On n'a pas vu Ant-Man Quantum Mania, qui est disponible sur Disney+ aux États-Unis et pas encore en France. Et du coup, il s'avère que quelqu'un qu'on aime passionnément, lui plus que moi, mais en fait qu'on aime beaucoup, qui est la maman de Raven, voulait à tout prix voir The Guardian of the Galaxy. Ouais, parce que ma mère est friand de ça et en fait... Ta maman est un extraordinaire public. Ouais. Et du coup, on a été voir les Gardiens de la Galaxie 3. Et je vais laisser Raven nous parler du casting. Ah, tu t'es pas raté cette fois. Donc oui, ça va aller vite, hein, tout simplement. Réalisé par James Gunn. James Pistolet. Donc, il faut quand même préciser que James Gunn, par des propos qu'il avait tenus il y a très longtemps sur Twitter, alors c'était raciste, je crois. Non, c'était pas raciste, c'était des propos... La pédophilie. Je sais plus. Il me semble que c'est ça. Sexiste ou pédophile. Mais en fait, c'était des blagues qu'il avait sorties, mais il y a très très longtemps, avant qu'il rentre chez Disney, et que des gens ont ressorti. Disney l'avait viré, il est allé chez DC, il est allé faire Suicide Squad chez DC, ensuite il est revenu, je sais pas pourquoi, peut-être parce que Suicide Squad a marché chez Marvel pour finir le cycle Gardien de la Galaxie avec les Gardiens de la Galaxie 3. Et voilà, donc... Alors, j'aime bien... Je suis vraiment choqué de ce que je viens de lire. J'aime bien ça parce que, vous voyez, il écrit d'après l'œuvre de Dan Abnett et d'après l'œuvre de Andy Lanning. Oui, c'est eux qui ont écrit les runs sur les Gardiens de la Galaxie. Je les ai peut-être vus au générique, mais ils ont rien à voir avec le film. Dan Abnett est un des écrivains préférés. Ouais, le duo dans les comics est incroyable. Lisez les comics. Mais on va pas comparer aux comics, ça fait longtemps qu'on ne compare plus les Marvel aux comics, enfin le MCU aux comics, mais je pense que c'est pour prendre bonne conscience chez Disney pour dire ah oui, c'est vrai que le produit de base, c'était un comics, et que derrière ces comics, il y a des auteurs et qu'il faut les nommer à contrario de leur donner de l'argent. De l'oseille. Voilà. Donc, l'acting, on a toujours Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pomme Clémentieff, qui est à moitié française, ou totalement française, je sais plus, mais qui a une part française. Will Poulter, que j'aime beaucoup. Sean Gunn, le fils de James Gunn, qui a joué dans Suicide Squad un rat complètement taré. Nathan Fillon, et je voulais... Chukwudi Iwuji, qui est le méchant de ce film. Alors, de quoi nous parlent les Gardiens de la Galaxie 3? Eh bien, si vous avez suivi le MCU, les Gardiens de la Galaxie 1 parlaient de la constitution de l'équipe avec Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Gamora. Les Gardiens de la Galaxie 2 parlaient des rapports entre Star-Lord et son papa. Et les Gardiens de la Galaxie 3 ne parlent pas de Star-Lord. Il faut quand même passer par les Avengers, parce que il y a des grosses répercussions de Avengers sur les Gardiens de la Galaxie 3. Et de Thor. Thor un peu moins, plus la fin de Endgame. Infinity War par rapport à la relation entre Star-Lord et Gamora qui se retrouve
tout de suite dans le film, au début pratiquement. Et il faut dire aussi que James Gunn avait dit qu'ils avaient fait n'importe quoi avec les personnages des gardiens dans les Avengers. Ah bah, et de toutes les manières, là c'est toujours du n'importe quoi puisque l'histoire va tourner autour de Rocket. Rocket qui est en fait dont on ne connaissait pas les origines, qui est incarné par la voix par Bradley Cooper et qui va se retrouver dans un état de coma suite à quelque chose qui lui arrive au début du film, c'est-à-dire il faut savoir qu'il a été génétiquement modifié et que dès lors qu'on essaye de toucher à son cortex, le créateur a fait en sorte de mettre une protection qui tue sa créature si jamais on essaie de découvrir comment il l'a fabriqué. Et du coup, Star-Lord et toute l'équipe des gardiens va essayer de partir en quête du moyen de pouvoir sauver leur ami Rocket. Et donc, en fait, c'est un voyage pour raconter les histoires de Rocket et aussi la fin de l'épopée des Gardiens de la Galaxie, tout du moins de cette équipe-là, dans une dernière aventure pour... je sais pas. Je sais pas si c'est pour clôturer l'arc de cette trilogie de Gardiens de la Galaxie. Star-Lord qu'on va revoir de toutes les façons parce que je sais pas si tu as compris la scène post-générique. Moi, j'ai rien lu dessus, mais je l'ai comprise. Oui, j'ai à peu près compris. J'ai vu la une du journal, j'ai compris. De toute façon, à la fin, il y a écrit. Machin. Voilà. Bref. Donc, dans ce film, il y a un truc qui est très bon. Qui est incroyable. Qui est incroyable et qui est génial. C'est-à-dire que Rocket, on vous racontera son histoire à part de l'histoire qui est en train d'être faite par les gardiens qui essayent de le sauver. Et vous avez cette histoire qui est morcelée tout le long du film, et il va revenir dessus après. Et cette histoire fonctionne de ouf. Elle fonctionne de ouf. Même si ce qu'il va dire est vrai, je suis d'accord avec lui, même morcelée et répartie, elle m'a fait de l'effet. Donc là-dessus... Ça fonctionne, parce que le truc fonctionne en lui-même, donc même s'il est coupé, comme de la merde, mais en fait, c'est ça qui donne de l'intérêt au film. Et c'est triste, c'est beau, et je crois que et pourtant, c'est pas la vraie histoire, et c'est très bien adapté. Et voilà qui prouve qu'on peut très bien adapter sans copier l'histoire du comics, et on peut bien le faire, quoi. Il le montre complètement qu'on peut le faire. Pourquoi ils le font pas? Parce que c'est des merdes, voilà. Non, je serais pas aussi catégorique parce non, mais que oui. L'équipe qui a bossé dessus, elle s'est donné du mal. Oui, parce qu'on va revenir. De toute façon, ça sent la bonne volonté de ce film. Ah oui, il y a eu la bonne volonté, il y a eu de l'application, le personnage de Drax, incroyable. Incroyable le personnage de Drax. Même, j'ai trouvé, parce que je vais quand même lui trouver parce qu'avec du recul, je lui trouve pas des qualités, mais je me dis, en fait, on a tellement eu des trucs, à part Black Panther et les Éternels. Pas le dernier Black Panther que j'ai trouvé un peu fade, mais j'avais beaucoup aimé la réadaptation. Le deuxième, de pardon, Namor. je me suis trompé. Que le deuxième Black Panther, je trouvais fade comparé au premier. C'est vrai que Namor était intéressant, mais mal utilisé. Voilà, mais en tous les cas, il y avait une nouvelle. Mais il y a un casting raté sur Black Panther. Ouais, mais la réécriture de Namor et la réadaptation de Namor, je trouvais ça cool. Oui. Les Éternels, avec du recul, c'est celui que je trouve le plus cool. Le plus intéressant en tout cas. Le plus intéressant. Et après, par rapport aux propos que veut défendre Marvel sur ce nouvel ère, il y en a que deux. Il y a que Doctor Strange Multiverse of Madness et Spider-Man, je sais plus quoi. Qui sont des mauvais films. Qui sont pas mauvais parce que je les ai bien notés à l'époque, mais si je devais les revoir maintenant, alors je pense que Spider-Man, tu mettrais toujours la même note parce qu'il y a des trucs que je sais que toi non. Moi, j'ai vraiment aimé ce ça. film est une merde. Non. Mais là, je suis désolé Marvel. Alors le méchant est cool. Le méchant est cool. L'antagoniste est vraiment... Le maître de l'évolution, qui n'est pas comme ça dans le comics, mais on s'en fout, parce qu'on a dit qu'on parlerait pas du comics. Mais qui est intéressant, qui est un très bon acteur. Visuellement, je le trouve vraiment cool. Qui est très maltraité. Tu trouves? Ouais, je trouve que c'est mal fait. Ah, je le connais pas, moi. On nous le vend. Si vous avez vu les bandes annonces, parce qu'on se les a tapées, moi en tout cas je me suis tapé à chaque fois que j'allais au cinéma, il y avait la bande annonce. D'ailleurs, il y a des passages, et ça ils aiment bien le faire depuis longtemps, il y a des passages dans la bande annonce avec lui qu'on ne voit pas dans le film, tu vois, et il y a un truc qui était plutôt stylé graphiquement. J'ai fait putain, elle est belle cette scène. Elle n'est pas dans le film, j'ai pas compris. J'ai fait mais attends, j'ai pas vu celle-là, tu vois. Et en vrai, en fait, il est moitié bien écrit, moitié mal écrit, parce que alors, bon, on va revenir sur le fait que les origines de Rocket. Donc, les origines de Rocket, en fait, c'est raconté dans un récit parallèle du film. Et en fait, pour moi, c'est juste un court-métrage qui est, ça se trouve, même pas fait par la même équipe que le film. Moi, je suis presque sûr qu'il y a une équipe qui a
beau aussi sur le court-métrage et l'autre sur le reste du film. Le court-métrage, et j'ai envie c'est quoi, j'avais envie de télécharger le film, remonter le film et foutre le court-métrage en un bloc. Mais ils auraient fait ça, ça aurait été ouf. Ils mettent le court-métrage en un bloc au début, vraiment au début. Ça doit durer peut-être 10-15 minutes, tu vois, au début. Et après, ils commencent le film comme le film a commencé, tu vois. Et c'était alors pas impeccable parce que le reste du film est pas ouf, mais mieux quoi, c'était ouf parce que le court-métrage, en tout cas les origines de Rocket sont magnifiquement bien racontées, sont très bien adaptées, ça marche bien, c'est un peu creepy et c'est sombre, mais c'est beau. C'est beau, c'est émouvant. Le méchant dedans est ouf et on voit la détérioration du méchant. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que on te montre le méchant dans le film et c'est pas cohérent par rapport à l'évolution qu'il a dans l'origine story de Rocket qui semble se passer avant le reste du récit. Et en fait, il y a une évolution de ce personnage-là dans les origines de Rocket qui n'est pas cohérente avec quand on le voit la toute première fois dans le film qui, normalement, se passe après cette origine-là. Tu vois, et c'est pas... Il y a un truc qui marche pas et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas le même personnage, alors que ça se passe avant, ça l'a façonné pour qu'il est ce qu'il est maintenant, mais son comportement n'est pas le même que à la fin, tu vois, de cette origin story, tu vois. Il y a un truc d'écriture qui ne fonctionne pas pour ma part, et c'est surtout coupé avec le cul. C'est imbriqué avec le cul, t'as des flashbacks qui te coupent l'action, qui te coupent des scènes n'importe comment, il sait même pas le propos, il y a même pas de truc, on parlait de Brisé où justement les flashbacks étaient magnifiquement bien incorporés, là c'est incorporé avec le cul, tu sais pas pourquoi le film se coupe là pour te montrer ça, tu fais mais pourquoi vous faites ça, genre ça casse le rythme, c'est n'importe quoi, les scènes d'action sont filmées avec le cul aussi, alors que James Gunn c'est pas n'importe qui, il avait prouvé dans Les Anciens Gardiens c'était plutôt intéressant, et même dans les autres films que moi j'ai vus, dans Horribilis et Suicide Squad, où c'était plutôt pas mal, même si Suicide Squad n'est pas un grand film, le mec savait filmer. Là, les scènes d'action sont nulles, et il y a de toute façon, encore après, je suis allé sur Internet, et tout le monde a parlé de ce plan séquence-là. Le plan séquence dans le couloir, il est incroyable. Ouais, mais ça prouve en fait que le type ne sait pas filmer des films, des scènes de bagarre, parce que il est obligé de faire une scène de plan séquence, alors que c'est pas la seule scène de combat dans le film. Hein. Il est obligé de faire un plan séquence pour montrer un truc de ouf en baston, alors qu'avant, t'avais 4 ou 5 bastons qui étaient pratiquement illisibles. Alors, à part la première fois qu'on voit lui, il y a deux moments de caméra dans cette baston qui est intéressante, le reste est illisible. Lui, ils l'ont suivi. Et je m'en fous, parce que je compare pas aux comics, mais ça reste encore c'est le nouveau personnage Warlock qu'on a teasé depuis le premier Gardien de la Galaxie. Deuxième. Non, le premier, à la fin de la scène post-générique de Gardien de la Galaxie, il parle il est dans le cocon. Ouais, non, ça c'est le deuxième. Ouais, d'accord. Mais parce que le deuxième, tu vois l'armée jaune. Mais il parle d'un héros ou d'un élu, je sais plus quoi, dans un cocon, en fait. Et il parle de ça. Mais depuis le premier, mais c'est en sous-texte, tu vois, c'est pas dit vraiment. Mais le problème, c'est que on montre là un personnage super fort, super baraqué, qui est complètement teubé. C'est ça l'image des personnages de Marvel qui sont forts. Hulk, c'est un teubé, Thor, c'est un teubé, et Captain Marvel, c'est pas une teubé, mais elle est invincible et traitée avec le cul. Et encore une fois, lui, vu qu'il est super puissant, c'est un gamin, en fait. Et c'est... Bon, je suis passé outre le film parce qu'il prend pas non plus toute la place dans le film. Pas du tout. Alors que ça il est un peu au début, un peu au milieu, un peu à la fin. C'est ça, mais en fait, quand ces scènes avec lui arrivaient, je m'en occupais même pas, vraiment. J'étais en mode, vas-y, balance-le, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est vraiment... c'est écrit avec le cul, même si, en plus, j'aime bien l'acteur. J'aime beaucoup l'acteur. Il a failli jouer ça. Ça? Le clown? Ah ouais. C'était lui qui était pressenti. Ça aurait pu marcher avant aussi. Bill Skarsgård. Parce que moi, j'aime bien cet acteur, il marche bien. Mais bon, là-dedans, il est très... Mais même, je compare même pas aux comics. Hein. C'est vraiment que, en tant que film, le personnage est traité avec le cul, parce que déjà, il y a trop de personnages. Il te l'amène, tu ne sais pas à quoi il sert. À part un Deus Ex Machina à la fin, quoi. Mais nique ta race, quoi. Mais voilà, c'est... Mais par contre, j'admets que le film touche certains points qui fonctionnent, et que tu ressens que les acteurs s'amusent. Oui. Tous, vraiment. Et puis, j'avais mis ça, mais voilà, Nathan Fillon, parce que Nathan Fillon est un acteur phare et qui a joué dans Firefly et tout ça, et en fait les fans l'aiment bien. C'est un petit
clin d'œil de l'avoir mis là, mais même lui, quand tu le vois jouer, quand tu vois tous les autres jouer, quoi, ils s'amusent, c'est sincère, ils aiment ça, et c'est fait avec le cœur, et ça se voit. Alors, pas avec le respect du produit originel, mais c'est fait avec le cœur, et c'est sincère. Et ouais, bah oui. Et c'est bien, et en fait, le problème, c'est que, comme je t'ai dit à la fin du film, bah, c'est dommage, parce que c'est raté et qu'on aurait pu avoir un produit bien, en fait. Moi, d'habitude, c'est le moment où on se chamaille, mais j'ai même plus envie de me chamailler avec lui là-dessus. Il y a des bons points dans le film, ça reste un bon divertissement. Bradley Cooper dans avec Rocket, c'est cool. Les scènes post-génériques, inutiles as fuck. Je veux dire, s'il y avait bien un truc sur lequel je comptais, ou je compte même plus, parce que depuis quelques films, bah, il n'y a plus rien. J'ai pas vu Ant-Man Quantumania, mais on nous annonce pour 2026 l'arc avec Kang, c'est-à-dire dans 3 ans. Je sais pas s'ils se rendent compte. Enfin, là, on a perdu, c'était 2019, Endgame. Je crois, oui. En 2020, 2021, 2022, 2023. Sur 4 ans, sur l'arc qu'ils veulent traiter, il y a eu WandaVision, Loki, oui. Spider-Man. Non. Et bah si, ça traite le truc, quoi. Ah oui, non, mais je croyais que tu parlais des trucs bien. Et Doctor Strange Multiverse of Madness. C'est tout. Tous les autres films et les séries ne traitent... Ant-Man qui oui, pardon, 5. Ant-Man Quantumania qui... Voilà, donc sur tous les projets je pense qu'on est plus proche de la quinzaine que de la dizaine, si on compte les séries. De tout l'ensemble. Depuis la fin, depuis Endgame. Il y a eu le nouveau Spider-Man. Il y a eu 2 Spider-Man depuis. Donc en fait, toute la phase 4, elle n'a c'est donc eux, ok, c'est cool. L'histoire, donc c'est une clôture. James Gunn, bah, va faire tes trucs chez DC. Bon courage. Je sais pas si tu arrives au bon moment pour le faire, mais bon, force à toi. Le court-métrage qui est réparti sur tout le film, magnifique. Ça, c'est un 5/5. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est impeccable. Ça donne du relief au film. Les scènes d'action, pour moi, ça marche parce que je suis client de ces trucs-là. Mais voilà, Disney, regardez, j'aime ton film, et ben en même temps, j'aime pas ton film. Tu vois, lui, il l'aime pas pour une raison. Moi, tu me teases un truc. Tu sais que tu m'as tellement, t'as réussi à tellement me dégoûter de ton produit au cinéma. Il le sait. Bah maintenant, je me tourne vers les comics parce que t'es incapable. C'est même pas que j'avais la flemme de lire les comics, mais avant, dis-toi, mon kiff, c'était de voir les comics à l'écran. C'est ce que j'arrêtais pas de le répéter pendant les émissions. Mais là, t'es tellement incapable de faire une réelle proposition. C'est même pas tes réals que je vise, c'est directement les gars du C1. Vous êtes tellement des merdes. Tous, dans le CA. Vous êtes des merdes. Le PDG, t'es une merde. Vous êtes tous des merdes chez Mickey. Tous les têtes pensantes de chez Mickey, vous êtes des merdes. Il y a des gens talentueux qui bossent pour vous, que ce soit dans la réal, l'acting ou la réalisation d'effets spéciaux. Payez les auteurs, bande d'enfoirés. Vous êtes incapable de payer vos auteurs, vous êtes incapable de faire honneur au travail des gens qui ont bossé sur les comics, vous êtes incapable de pas gérer le burn-out que vous collez aux studios qui font des images de synthèse, vous êtes peut-être pas les seuls, mais j'en ai rien à foutre. Vous êtes en train de faire du commerce avec un produit que des gens ont aimé pendant des décennies. Peut-être qu'il a ses défauts, parce que bon, l'aspect patriotique de Captain America, on en reparlera, mais c'est pas un des trucs que je kiffe le plus. Qui a été retravaillé. Voilà. Très bien d'ailleurs par Grant Morrison aussi. Bah, Grant Morrison, décidément, tous les chemins mènent à Grant Morrison. Mais vous êtes des enfoirés de merde, parce qu'en plus, à la fin des Gardiens de la Galaxie, j'ai presque envie de vous dire, moi, ce qu'il y a dans la scène post-générique. Parce que c'est des enfoirés, et quand c'est des enfoirés, bah j'ai envie d'être un enfoiré, mais je vais pas le faire, parce qu'on n'est pas des enfoirés. On a refusé d'aller au Festival de Cannes cette année, parce qu'il y avait des enfoirés, mais nous à la BDR avec Raven, on n'est pas des enfoirés, on chante pas, aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Mais Mickey, franchement, pour ce que tu fais, je te déteste de ouf. T'es incapable d'amener ton histoire, t'es incapable de nourrir la hype que t'as été capable de faire pendant 10 ans avec des gens qui... Ça s'essouffle. Voilà, ça s'essouffle, mais parce que t'es nul, parce que tu fais aucune proposition créative, aucune proposition artistique. Bien sûr que les réalisateurs, ils en ont dans le caisson, mais tu les laisses pas libres, tu veux un produit lissé, va te faire foutre, toi et les Gardiens de la Galaxie. Franchement, big respect à tous ceux qui ont bossé sur le film, parce que vous êtes beaucoup à vous tuer pour que ces films-là sortent et fonctionnent, c'est ça qui vous donne du travail, mais la boîte qui vous embauche, je les emmerde, ils auront pas une bonne note.
Franchement, vous prenez votre retraite, les gardiens. Bah, tant mieux. Moi, je veux plus vous voir, ni vous, ni d'autres. Je retournerai pas voir un film du MCU pour le moment parce que vous m'avez dégoûté de ouf. C'est tout. C'est bon. Et j'ai été votre plus grand défenseur. J'ai pris des coups avec lui, des embrouilles, des discussions en sortie de voiture après le cinéma jusqu'à des 1 heure après la séance parce qu'on n'était pas d'accord et que je pensais qu'il vivait dans le faux, tu vois. Et j'en avais marre de lui dire, et moi dans ma tête, j'arrêtais pas de dire, t'es aigri, t'es un putain d'aigri, t'es trop costaud. Des fois, il a douté. Mais non, en fait, il avait raison depuis le départ. Vous êtes des sacrées merdes. C'est tout ce que vous êtes. La boîte, j'ai rien contre les employés, mais vraiment, ceux qui la dirigent, vous êtes des merdes. J'en ai rien à foutre. Tous les gars du conseil d'administration, vous êtes des merdes. Le PDG, t'es une merde. Je veux rien entendre. Vous avez tout niqué. Vous niquez tout le temps. Franchement, j'en ai marre. On a été voir ce film, et bah, même en prenant du plaisir, putain, parce qu'il y a des trucs qui sont cool, comme il dit Raven, bah, vous êtes des enfoirés de merde. Cool, mais bâclés. Voilà, bâclés. Et puis, même les trucs qu'ils trouvent bâclés, que moi, j'ai pas trouvé bâclés, bah, okay, j'ai dit, ah, bah, c'est cool. C'est tout. J'ai pas décollé. Bah, après, voilà, je veux bien, à part, regarde, juste, à part les origines de Rocket et le plan séquence, qu'est-ce que tu te rappelles du film? Moi, je me rappelle du moment où, je vais pas spoiler, tu vois, mais Drax, qui est un peu dans son délire, qui prend Mantis et qui vont quelque part, et ça m'avait marqué. L'arrivée de Adam. En moto? Oui. D'accord. Ça m'avait ouais, marqué. mais après, c'est des trucs comiques. Mais moi, perso, je vais lui mettre un 2/5. Vraiment, 1 pour le court-métrage de Rocket, et 1 pour les équipes qui ont bossé sur le film, qui ont fait un boulot visuel que je trouve correct. Mais je l'aurais vu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais avant, je pense qu'on aurait tapé le 3 ou le 4. Mais là, je peux juste plus mettre une bonne note à Mickey, quoi. Mais moi, en vrai... Mais 0 si tu veux. Non, moi je vais mettre 1, mais c'est vraiment parce que, en fait, il y a des trucs bien, mais c'est gâché. Et je vois qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être mieux. Et ça me saoule. Parce qu'en fait, comme je te dis, ça se ressent, c'est fait avec bonne volonté, mais c'est mal fait. Et c'est dommage. Ouais, non, moi franchement, je suis atterré. Merci Raven. Merci à vous. Et c'est vrai que c'était une grosse émission. Mais c'était cool. On a beaucoup parlé. On a chillé, on a beaucoup parlé. On a pris le temps. On a pris le temps de prendre le temps à la conférence Sony. On a été raccord. Ouais. Donc, prenez soin de vous. Dites bonjour à celui qu'on raid. Et surtout, d'ici à ce qu'on se retrouve dimanche ou vendredi sur l'émission Nithéa, n'oubliez pas qu'il est important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.